Et bonjour, oui je suis allé chez le coiffeur. Alors aujourd'hui je devais vous parler de la gamme Ultimate Universe, parce que je vous avais dit mardi je ferai sans doute un bilan vu que ça fait un an que c'est arrivé, et je me suis dit finalement je vais attendre la semaine prochaine, parce que cette semaine en VO sort Ultimate Wolverine, donc je vais lire Ultimate Wolverine, c'est un peu le début de la deuxième année de l'univers Ultimate, donc je pense que on peut faire un bilan sur la première année et puis voir un petit peu ce qu'annonce la seconde. La semaine prochaine, je casse les codes. Mais du coup, je vais plutôt parler de l'autre événement, l'autre relance aux États-Unis, euh, mais chez la maison concurrente, chez DC, chez la distinguée concurrence, avec Absolute Powers et avec l'univers Absolute et les relances de All In, notamment la Justice League Unlimited. Euh, J'espère que je le prononce bien cette fois, je suis pas sûr. Du coup, un petit bilan en fait, parce qu'en plus on est dans l'actu. Absolute Power ne va pas tarder là à arriver en VF, avec sa cohorte de tie-in plus ou moins indispensable. On va revenir là-dessus. Mais bon, le point de départ, c'est vraiment la mini-série Absolute Power. Pas vraiment besoin d'avoir de prérequis avant. Vous pouvez y aller. Il y a une trahison au début, il y a Amanda Waller qui décide de foutre un peu le dawa, de piquer tous les pouvoirs aux super-héros. Bon, Batman il n'a pas de super-pouvoir, hein, donc lui il est plutôt tranquille de ce côté-là. Grâce à l'aide de la Brainiac Queen, qu'on voit ici, et d'une cohorte de robots Amazo qui ont été modifiés afin de pouvoir pomper les pouvoirs des super-héros. Et alors, il y a aussi Failsafe qui est là, le Batman robot qu'on voit apparaître dans. C'est peut-être le seul prérequis, hein, c'est de savoir qui est Failsafe. À la limite, Brainiac Queen et Amanda Waller, bon, vous le savez de base. On est sur du Mark Waid au scénario qui donc rechapote un peu tout l'univers d'essai à sa façon et de main de maître, hein. Ça, on peut pas dire le contraire, c'est vraiment très très bien ce qu'il fait. Et au dessin, on a un Dan Mora qui est extrêmement en forme. Enfin, vraiment, je trouve qu'il est exceptionnel. Je vous montre pas. Il y a certaines pages qui spoileraient des trucs. Je vais pas vous montrer ces pages-là, mais vraiment, il y a des pages qui sont assez incroyables, qui sont très dynamiques. Ça démarre très très fort, ça démarre très très vite. Euh, Entre le numéro 1 et le numéro 2, il y a un gros chamboulement sur un personnage qu'on essaie de deviner là avec l'ombre de cette couverture. Et vraiment, c'est très très cool. Ça part très bien et la finalité est plutôt pas mal. Même si effectivement ça peut finir, parce que là je les ai lus, du coup j'ai lu le numéro 3. Alors là dans sa variante, mais vous avez en dessous de la variante, vous avez la cover classique, cover très très classe de Dan Mora. Euh, Il y a effectivement un changement sur certains personnages, il y a un changement de, c'est-à-dire qu'en fait, les super-héros récupèrent leurs pouvoirs, mais est-ce qu'ils vont vraiment bien les récupérer? Est-ce qu'ils vont vraiment tout récupérer? Est-ce que ça va tout être mis? Est-ce que c'est pas un peu le mode random et shuffle qu'on peut avoir, qu'on a pu connaître à l'époque des autoradios CD? Oui, il y avait random et shuffle. Hop, le numéro 4 qui est ici. Donc vraiment, la mini-série, elle se tient bien. La cover que vous avez là, la cover classique qui est là. La mini-série, elle se tient bien. J'ai pas eu l'impression d'avoir loupé grand-chose avec les tie-in. Alors, peut-être que ça développe certaines scènes. C'est vrai qu'il y a des événements euh, qu'on voit arriver dans la mini-série comme ça. Et on se dit, ah bah ça a dû être expliqué dans une mini-série à côté, notamment sur un personnage dont la série en question est. Bon, c'est le personnage de Green Arrow, est plutôt importante, mais qui sera dans la VF. Bon, moi j'ai pas une impression de manque en ayant lu que les 4 numéros d'Absolute Power. Donc en VF, Urban fait le choix de proposer tous les tie-in dans 3 gros volumes, 2 à 30 et 1 à 25, je sais plus, ou 35. Bref, c'est quand même assez cher pour lire l'entièreté de les ventes. Si vous les payez moins cher, il y a un trade paperback américain qui ne va pas tarder, qui sort début février, je crois, pour une vingtaine de balles. Vous allez avoir 20 ou 30 balles. Vous allez avoir juste ça en fait. Absolute Power. Et je crois qu'il y a All In aussi. Parce qu'en fait, All In. Bon, je vous montre la dernière page, mais je vais cacher ce qui spoil, hein, je vous rassure. Hop. Donc, une fois que les ventes est terminées, toutes les cartes sont redistribuées. L'univers DC tel qu'on le connaît euh, ferme les portes un peu à tout ce qui est multidimensionnel. Et, euh, et du coup, on peut repartir sur des bonnes bases. Hop là, ça je vous cache. Comment je peux vous le cacher ça? Ah bah je vais utiliser un comics Marvel, au moins ça servira à quelque chose. Pouf. Vous voyez là ce qu'on vous écrit en bas.
La suite, c'est dans All In Special et dans Justice League Unlimited. Et c'est effectivement, ce Justice League, c'est vraiment la suite directe de sa Absolute Power, qui finit un peu brutalement, mais qui amorce ce qui sera dans la Justice League. Limite, la Justice League, ça pourrait être Absolute Power 4, 5, 6, 7, voilà, la suite, quoi. Donc entre deux, on a le DC All In Special, hop là, où on va introduire donc le nouvel univers All-In, la nouvelle Justice League qui cette fois, comme son nom l'indique, est illimitée, c'est-à-dire que n'importe qui décide de faire partie de la Justice League, viens copain. On te laisse une place autour de la table de 72 000 chaises et on va te donner les capacités de faire le bien, en fait, c'est ça. C'est en fait la Justice League, donc la Trinité, la Sainte Trinité, Wonder Woman, Superman, Batman, décide d'aider au maximum ceux qui le souhaitent afin d'être le plus efficace possible. Donc, on ouvre la porte à la nouvelle Justice League et au nouvel univers All-In DC avec la relance de Aquaman, avec la relance de... On n'aura pas tout en VF, hein, avec la relance de Wonder Woman, c'était déjà le cas, mais il y a plein de séries comme ça qui reviennent. Et on ouvre aussi la porte à un nouvel univers parallèle qui, pour l'instant, est déjà bien construit et un peu tout seul dans l'univers parallèle. C'est la gamme absolue qu'on voit ici. Hein. Dans ce DC All-In spécial, il y a un événement qui arrive avec Darkseid en protagoniste principal. Le numéro se lit dans les deux sens et au milieu, je vous avais déjà montré hein, ce numéro. Et au milieu, tout se recoupe. Pouf, tout se recoupe. Voilà. Et c'est la naissance de l'univers absolute. Alors avant de vous parler de l'univers absolute, je vais quand même vous montrer un petit peu Justice League Unlimited. Il est là. Donc là c'est la variante cover par Jimmy avec la cover normale qui est en dessous. C'est bien de faire ça de la part de DC parce que souvent quand vous avez des variantes cover, vous n'avez pas la couverture normale et c'est un peu dommage. Bah là vous avez, en fait c'est une surcouverture. C'est plutôt cool, j'aime bien ce principe. Donc la nouvelle ligue est là, il se passe des trucs, c'est plutôt sympa. C'est clairement un truc que je prends plaisir à lire. Vous pouvez vraiment y aller, quoi. La Justice League, ce sera sans doute, ce sera assurément proposé en VF. Il y a très peu de chances que ce soit pas le cas, parce que c'est vraiment la suite d'Absolute Power. Et c'est vraiment là où tout va se passer dans le nouvel univers DC. Voilà. Donc là on est au numéro 2, il y a déjà des intrigues qui se lancent. Enfin franchement c'est pas mal, c'est une bonne lecture. Et donc l'univers Absolute qui a démarré avec Absolute Batman, qui en est à son numéro 4. Bon, on va pas refaire le match sur le numéro 1, tout le monde l'a lu quasiment, et tout le monde l'a apprécié, c'est vraiment très très bien, c'est hyper dynamique, le personnage de Batman il est différent de celui qu'on connaît parce qu'il a pas sa thune, il est bodybuildé, sa cape est différente, le plastron, l'emblème de Batman il est différent, tout sera expliqué dans le numéro 4 en fait, vous allez voir. Le numéro 2 qui est là, donc ça c'est Alfred. Un Alfred aussi qui est bien différent, et on voit que cet univers absolute prend un contre-pied total par rapport aux personnages qu'on connaît. Donc c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de découvrir des nouvelles versions de personnages avec lesquels on est déjà familier. Vous voyez la cape, je vous disais, elle est vraiment particulière, voilà, parce qu'il peut l'utiliser comme appui en fait. Il peut s'appuyer sur la cape, il peut l'utiliser pour attraper des mecs avec des crochets, enfin c'est vraiment un Batman qui est beaucoup plus viscéral, qui est beaucoup plus violent. Alors que bon, Batman il est déjà un peu violent par moment. Et donc on a ce numéro 4, donc tout jusque-là a été dessiné par Nick Dragotta. Le numéro 4 il est dessiné par Gabriel Walta. C'est un peu le Year One, c'est Snyder, hein, Scott Snyder en scénario qui nous expliquait que c'était sa version Year One de Absolute Batman, donc la première fois où Batman a porté le costume. Et c'est vrai que son premier costume il est assez ridicule. Hop, voilà. En fait, il se déguise avec des dents en plastique de Dracula où il a injecté un truc pour paralyser les gens. Il a une arme, enfin. Il est vraiment différent du Absolute Batman bien bourrin qu'on a vu là. Il est beaucoup plus fin parce que la muscu il l'a fait après. On voit comment ont été créés le blastron et la cape. Hein. C'était pas un imbécile, hein. Bruce Wayne, même quand il était jeune. On comprend pourquoi le père de Bruce a eu une carrière différente. C'est expliqué à l'intérieur.
Bref, pour l'instant, Absolute Batman, il n'y a rien à redire. Effectivement, le trait de Gabriel Walta, c'est pas celui de Dragota, mais sur une histoire qui se passe dans le passé, c'est pas choquant. Et vraiment, la série, pour l'instant, dans son quatrième numéro, ça reste très très bien. Ça reste très très bien. Je suis moins convaincu par Absolute Wonder Woman qui est ici. Donc la couverture est plutôt cool, hein. Au scénario, on a Kelly Thompson, au dessin, on a Hayden Sherman. Bon, aux couleurs, c'est Jordi Belair. C'est le premier numéro, je l'ai refermé, je me suis dit ouais, à voir la suite. Bon, le premier arc sera en 5 épisodes, je pense qu'à la fin du premier arc, je vais m'arrêter là. Il y a plein de mises en page comme ça, très particulières, où on ajoute... Vous voyez là par exemple, bah, c'est pareil, la mise en page elle est assez particulière. On vous explique les origines de cette Wonder Woman qui n'a pas été élevée sur Themyscira, qui n'a pas été élevée par des Amazones. C'est différent. Et puis le premier épisode se termine. En fait ça oscille entre ce qui se passe sur Terre parce qu'elle débarque sur Terre parce qu'il y a une espèce d'invasion de démons sur une plage aux États-Unis. Vous allez bien la voir la plage, hein, parce qu'on est au troisième épisode, elle est toujours face à un démon sur la plage. Et donc elle arrive là. Donc ça aussi entre les passages sur cette invasion de démons sur Terre et ses origines en fait. Son enfance, son adolescence, sa rencontre avec Steve Trevor, ce qu'elle a dû sacrifier pour que Steve Trevor puisse repartir sur Terre. Vous voyez, les couvertures, elles sont toujours cool, hein, mais le problème, c'est que pour l'instant, il développe beaucoup ce qui s'est passé dans son passé. C'est pas forcément intéressant, et ce qui se passe sur Terre, bah, on en est au troisième épisode et elle est toujours face à un démon. Voilà. Elle essaie de trouver des solutions pour combattre le démon. Elle explique que oui, il y a un moment il va gueuler, ça va vous attirer un peu comme les sirènes dans le mythe, et puis vous allez vous faire boulotter, mais vous inquiétez pas, ça pourrait être pire, vous pourriez vous faire bouffer votre âme. Voilà. Elle explique aux militaires sur place ce qui se passe. On va comprendre pourquoi elle a ces espèces de tatouages sur le bras. Pour l'instant, ouais, franchement, là, à moins que les deux épisodes suivants me retournent le cerveau, pour l'instant, moi je me dis qu'au numéro 5, qui sera la fin du premier arc, j'arrête là. Car oui, cette année, j'ai décidé d'arrêter des trucs. La bonne surprise, c'est ça. Absolute Superman. Franchement, personne ne l'attendait. Moi le premier. Hein. Jason Aaron, bon, c'est Avengers, c'était pas terrible. C'est Thor, c'était, paraît-il bien, mais moi j'ai pas apprécié. Euh, Rafa Sandoval, c'était pas lui qui était prévu à la base sur le projet, c'était un autre dessinateur qui a eu des problèmes personnels, et donc du coup il a laissé la main à Rafa Sandoval. Donc il a pris le truc au pied levé, mais les planches, elles sont magnifiques, elles sont plus classiques que ce qu'on a sur Absolute Wonder Woman ou Absolute Batman, mais elles sont magnifiques, et surtout on développe ce qui se passe sur Krypton. Alors vous allez me dire, c'est la même chose que Wonder Woman, il y a beaucoup d'événements passés qui sont expliqués là-dedans, mais il y a un gros changement, c'est que Superman, donc Kal-El, quand il est jeune, il a connu ses parents. Le Superman classique, il a été envoyé sur Terre en étant bébé, il a été élevé par les Kent, alors que là, il est adolescent en fait, quand il y a une catastrophe sur Krypton. Et donc c'est distillé au fur et à mesure des 3 épisodes qui sont sortis, avec aussi ce qui se passe sur Terre, la rencontre entre Superman et... Enfin, il n'est pas encore appelé Superman, entre Kal-El et Lois Lane qui est différente aussi, mais qu'on voit, qui n'est pas journaliste, mais on voit qu'elle est intéressée par tout ce qui est écriture, etc. Donc on sent que ça va basculer un moment de ce côté-là. Les pouvoirs sont différents, la cape est différente, il a une espèce d'armure symbiote, intelligence artificielle qui l'aide à comprendre un petit peu son environnement et à maîtriser ses pouvoirs. Et c'est ça le truc, c'est que comme il est arrivé sur Terre en étant déjà mature, c'est pas un enfant, c'est pas un bébé, il n'a pas été élevé sur Terre, bah, sa vision des choses est différente. Donc moi je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est une belle relecture de Absolute Superman de la part de Jason Aaron. J'adore cette cover par exemple, je la trouve top, de Rafa Sandoval, elle est vraiment très très cool. On voit Krypton, bon bah il se passe des trucs. Alors l'épisode 3 c'est quasiment que du Krypton, mais c'est pas grave parce que franchement c'est intéressant et ça nous donne des pages plutôt badass avec la mère de Kal-El qui est armée style un flingue dessiné par Rob Liefeld quoi. C'est plutôt classe.
Et la dernière page de l'épisode nous montre un personnage qu'on ne pensait pas voir, tout du moins pas tout de suite, et du coup c'est plutôt intriguant, et j'ai clairement envie de lire la suite. Moi, le Absolute Superman, c'est vraiment la belle surprise. Absolute Batman, il y avait de grandes chances que ça me plaise, même si effectivement Scott Snyder, ça pouvait faire un peu peur. Absolute Wonder Woman, bon, je suis pas convaincu, et Absolute Superman, c'est vraiment très très bien. Donc pour l'instant, vous voyez, tout ce qui a démarré avec Absolute Power, qui était un bon event, euh, tout ce qui a été, tout ce qui vient d'Absolute Power, donc à la fois la gamme All-In avec Justice League, euh, je trouve ça vraiment très cool, et la gamme Absolute, je trouve ça très bien aussi. A contrario de ce qui se passe chez Marvel, où Ultimate Spider-Man, enfin Ultimate, la gamme Ultimate en général, on en reparlera la semaine prochaine, pour l'instant je trouve qu'il se passe rien, alors que ça fait un an qu'elle est là. Là, on nous explique des trucs qui m'intéressent. Voilà. Je trouve que DC est très en forme, bah, vous le savez, de toute façon c'est un peu la pensée générale en ce moment dans le monde du comics, c'est que DC est en train de bien remonter la pente aux États-Unis, donc on s'attend à ce qu'Urban fasse un peu la même chose en France et nous propose des titres, histoire de bien surfer sur la qualité éditoriale américaine. Euh, et chez Marvel, par contre, c'est beaucoup plus compliqué, et malheureusement, Panini peut pas faire grand chose pour les scénarios et les dessins de ce qu'ils proposent actuellement. Par contre, ils peuvent au moins agir sur la qualité d'édition et les prix, quoi. Bon, c'est pas toujours le cas. La gamme Pocket fonctionne bien, c'est déjà ça. Et voilà, c'est tout pour mon ressenti de ce que propose actuellement DC aux États-Unis depuis Absolute Power, et donc en l'approche de Absolute Power tome 1 qui arrive bientôt en VF. Bon, du coup, je pense que je lirai quand même les tie-in dans la VF pour voir un petit peu si j'ai vraiment loupé des trucs, mais sincèrement, j'ai pas eu l'impression. Donc après, à vous de voir si vous craquez vraiment pour cette VF. Je trouve que c'est un peu cher hein, pour ce que c'est proposé. Et puis je vous laisse là, on se dit à dimanche, excellente journée, excellente lecture, et puis voilà. Vous les avez lus, vous, les Absolute Batman et compagnie hein? Alors, Absolute Batman et compagnie, évidemment, ça va sortir dans une édition preview au CSA, on en reparlera quand ça sortira, mais clairement, c'est un truc que je vous recommande à 200%. Allez, à dimanche, à plus.